C'est l'heure du magazine politique sur France 24 pour analyser l'actualité plus en profondeur. Shein, l'ancienne chinoise, au banc des accusés après avoir vendu sur son site des poupées sexuelles. Dans la foulée, l'installation d'un magasin au BHV à Paris a appuyé sur une polémique largement entamée. Le ministre de l'économie a menacé d'interdire le site en France. L'Union européenne également saisie. Que peut faire la France face à la déferlante du e-commerce? Malheureusement, rien. Un socialiste musulman à la mairie de New York, Zoran Madani, a été élu sur un programme qui est l'inverse de celui de Donald Trump, faire payer les riches, bloquer les loyers, bref, de s'occuper des problèmes concrets des gens. En France, la gauche radicale insoumise y voit un exemple à suivre. Mélenchon, qui n'aime pas l'Amérique, pour une fois applaudit et voit dans cette victoire un signe flagrant qu'il est sur le bon chemin. Avec nous pour en parler, Catherine Tricot, directrice de la revue Regard. Bonsoir à vous, Catherine. Carole Barjon, éditorialiste à la revue Politique et Parlementaire. Bonsoir à vous. Bonsoir, Roselyne. Et Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au quotidien Le Parisien et auteur du livre Big Machiavel aux éditions Buchet-Chastel. Chastel, oui. La victoire de Zoran Madani à New York est-elle la réponse criante à la politique de Donald Trump? Sans doute. C'est-à-dire la radicalité l'emporte contre la radicalité. Pour une fois, la France a traversé l'Atlantique avec son slogan « Taxer les riches ». Et Jean-Luc Mélenchon y voit une vraie leçon pour la gauche française. On écoute Mathilde Panot. Et cela nous réjouit aussi pour la leçon qu'elle montre. Elle montre que lorsqu'il y a une mobilisation citoyenne massive dans les urnes, avec Zoran Mamdani qui a obtenu 1 million de voix et qui a doublé la participation dans les urnes, notamment avec des personnes qui n'avaient jamais été votées auparavant, eh bien c'est par la mobilisation citoyenne et par un programme de rupture que nous pouvons battre l'extrême droite. Et je crois que c'est une leçon qui est très précieuse et qui donne beaucoup d'espoir à la fois aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. Catherine, voudriez-vous ou pas modérer l'enthousiasme de Mathilde Panot? L'enthousiasme, il n'a été pas que chez les Insoumis. C'est à peu près toute la gauche quand même qui s'est réjouie de l'élection de Zoran Mamdani, qui s'y réjouit d'abord parce que c'est la victoire, ce qui n'est pas inattendu, qu'un démocrate soit élu à la mairie de New York, c'est normal. Mais néanmoins, il a quand même battu l'ancien maire qui était soutenu, lui, par Donald Trump. C'est-à-dire le démocrate qui était sortant, qui a refusé de respecter le résultat de la primaire, puisqu'il s'était présenté à la primaire, il a dit, d'accord, j'ai perdu la primaire, mais je me maintiens quand même. Donald Trump l'a soutenu et Mamdani a gagné. C'est-à-dire que malgré tout, c'est quand même une leçon politique, parce qu'en fait, il y avait un candidat démocrate, compatible, républicain face à Mamdani. Donc, qu'est-ce qui a fait gagner Mamdani? On l'a dit, c'est probablement son programme qui est un programme concret, qui s'intéresse à la vie des gens. Alors donc, bloquer, c'est pas tous les loyers, mais c'est les loyers des logements sociaux en fait américains. C'est rendre la gratuité des autobus, ce qui existe déjà par exemple à Boston. C'est créer quelques magasins de ce qu'on appellerait nous des épiceries solidaires en fait en France. Donc un certain nombre de mesures qui aideront les New-Yorkais à pouvoir vivre à New York. Il y a également une proposition sur les garderies pour les enfants. Ouais. C'est des choses qui, pour nous, les Français, c'est quand même... il y a 70 villes en France où il y a des bus gratuits. Donc, il n'y a pas de quoi tomber raide à la renverse. On ne fait pas la révolution. Le capitalisme ne tremble pas aux États-Unis par l'élection de Mamdani. Ceci étant, chaque pays a son histoire et Mamdani est de la gauche du Parti démocrate. C'est-à-dire qu'il est dans l'ambiance Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, c'est-à-dire la gauche du Parti travailliste qui dit au Parti travailliste démocrate, qui dit au Parti démocrate vous êtes hors sol, vous ne parlez plus de la réalité concrète des gens, vous êtes coupé des classes laborieuses et c'est pour ça que nous perdons les élections présidentielles et que la question de l'IVG qui avait été le cœur de la campagne de Kamala Harris ne pouvait pas pas être l'alpha et l'oméga de tout discours démocrate. Donc voilà, je crois que c'est il y a quand même c'est une chose intéressante à réfléchir et enfin une victoire contre Donald Trump. Henri, pour Donald Trump, évidemment, c'est un dangereux communiste. Évidemment, en France, ce n'est pas du tout une insulte pour... enfin, peut-être pour LFI, parce que ce n'est pas les amis des communistes. Mais en tout cas, vous le classeriez où, vous, en quelque sorte,
ce Zoran Mamdani? Alors, disons dans la jeune garde démocrate américaine, qui est d'ailleurs à affronter en effet la vieille garde, vous le rappelez. Alors, Andrew Cuomo, c'était le gouverneur, hein, oui, parce que en réalité, le sortant, il avait été balayé, enfin, il s'était pas représenté pour corruption. Il faut savoir que la mairie de New York, souvent, il y a ces problèmes-là, et c'est d'ailleurs cela qu'il faudra suivre attentivement avec Zoran Mamdani, ce seront ses capacités d'action, parce que souvent il y a eu comme ça des maires portés par des vagues d'espoir et puis qui pouvaient pas faire tant que cela, et notamment donc son prédécesseur qui s'est embrouillé dans ces affaires assez sordides. Mais c'est vrai que Cuomo c'était la vieille garde, et donc tout sauf un communiste, comme dirait Trump. Alors c'est vrai que communiste, oui, c'est l'infamie aux États-Unis, mais depuis longtemps d'ailleurs. Oui, En réalité, c'est un souvenir de la guerre froide, du macartisme, exactement, où vous étiez traqué comme communiste, y compris parfois jusqu'à la chaise électrique. Enfin bon, faut pas remuer non plus trop jouer avec l'histoire, mais enfin, c'était le cas avec les époux Rosenberg. Et donc c'est vrai que cette marque, elle existe aux États-Unis, et c'est une marque, encore une fois, d'infamie que Trump a essayé de mettre sur Mamdani. C'est vrai que ce qui s'est joué là, et c'est pour ça que on peut comprendre que la gauche américaine évidemment, mais même au-delà, se réjouisse un peu et en face une espèce de modèle, en se disant que finalement, pour battre la radicalité, il faut de la radicalité en face. Et donc, entre cette position-là, cette appartenance, c'est vrai qu'il est un des rarissimes membres d'un parti socialiste, ce qui n'existe en général pas vraiment beaucoup aux États-Unis. Mais pour autant, les recettes qu'il prône, mais non, ce sont des mesures totalement social-démocrates, et qui n'ont rien de communiste, ni même d'ailleurs de socialisme au sens strict. Parce que les bus, oui, bien sûr, mais ils ne parlent pas de rendre gratuits tous les bus de New York. Ce serait un petit peu des systèmes expérimentaux dans certains districts, enfin pas partout. Le blocage des loyers, oui, mais on peut imaginer que, là encore, ce ne serait pas quelque chose de généralisé. Donc, au total, ces avancées, elles sont social-démocrates. Elles correspondent néanmoins à une certaine tradition à New York, un peu oubliée, parce qu'on est resté dans l'ère... Alors, là aussi, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que c'est un revers symbolique pour Trump, parce que New York, c'était par excellence la ville de Trump, avec l'affairisme immobilier, avec vraiment la ville du grand capital, et puis qui ressemblait pas du tout à l'Amérique, mais à la fois, c'est vrai, le côté culturel plutôt gaucho-bobo, mais en même temps, la ville des affaires, du business. Donc ça, c'est vrai, là il vient à l'encontre, mais dans les années 20, 30, New York s'est bâti, au contraire, sur des grands programmes solidaires, avec des mesures sociales importantes. Donc, ce sont ces racines-là. Et puis, juste une chose, c'est que, alors évidemment, il a été désigné comme le candidat wokiste, parce que musulman, parce que pro-palestinien. Au-delà de ça, pro-Hamas, il a eu des déclarations malheureuses, il faut bien le dire. Il a été soupçonné, taxé évidemment d'antisémitisme potentiel par Trump, qui a même dit, qui s'est adressé aux électeurs juifs new-yorkais en leur disant, si vous votez juifs new-yorkais, si vous votez pour ce candidat-là, c'est que vous êtes une des personnes stupides. Et il y a eu des soupçons qu'il faut, en effet, sur lesquels il faudra être extrêmement vigilant. Néanmoins, lui-même l'a dit, qu'il mènerait une politique, que la mairie continuerait à être très vigilante sur la lutte contre l'antisémitisme. Donc ça, il s'y est engagé. Évidemment, il faudra surveiller ça de près. Mais surtout, il y a une chose quand même, c'est qu'aux États-Unis, globalement, on s'en fiche que vous soyez musulman, bouddhiste, juif, chrétien. Il n'y a pas ces étiquettes-là. Ça ne détermine pas les gens comme, il faut bien dire, comme en France. Et d'ailleurs, la preuve en est que la primaire dont vous parliez, donc, qui c'était la primaire du Parti démocrate, qui s'était déroulée en juin, où il avait véritablement terrassé Andrew Cuomo. Andrew Cuomo, c'est vraiment l'establishment à la Biden du Parti démocrate. Et bien, il y avait énormément d'électeurs juifs qui avaient voté pour lui et non pas pour Cuomo. Parce que cet électorat pèse à New York. Donc voilà, il faut redimensionner, je pense, cet aspect-là. Tout en restant vigilant, bien évidemment. En tout cas, Mamdani n'a pas écouté nos débats à l'Assemblée nationale sur taxer les riches, mais en tout cas, ça semble être aujourd'hui le truc à la mode. En tout cas, aux États-Unis, ce n'était pas le cas avec Donald Trump. Les New-Yorkais, les Américains en général, on sait très bien, il y a quand même un très gros problème de pouvoir d'achat. C'est d'ailleurs
en partie là-dessus qu'avait gagné Biden et puis Trump a joué là-dessus. Bon, donc lui, il y est allé à fond, effectivement, gel des loyers ou blocage temporaire en tout cas. Oui, des mesures de gauche, voilà, et très très sociales et très concrètes. Maintenant, faut rester prudent. Est-ce que la LFI a raison de s'emballer en disant ça y est, on est dans le vent de l'histoire? Non, mais moi je pense qu'il faut. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Henri sur la radicalité entraîne forcément toujours une forme de radicalité à l'inverse. Maintenant, ces mesures, oui, sont franchement de gauche, mais voilà, il n'a pas promis d'enfermer les riches ou de les arrêter à la frontière, etc. Mélenchon non plus, mais... Maintenant, la gauche française, et pas seulement la France insoumise, effectivement, c'est largement félicité, a l'air d'en faire un modèle, etc. Moi, je pense qu'il faut être assez prudent quand même, parce que d'abord, ça a été dit d'abord par Catherine, New York est une ville démocrate, de toute façon. C'est vrai qu'il y a eu d'autres élections dans d'autres États, le New Jersey qui est démocrate, mais d'autres où il y a eu effectivement une victoire, une défaite plutôt, des candidats trumpistes. Maintenant, je pense qu'il est trop tôt pour en tirer des conclusions. Faut rester prudent parce que malgré tout, c'est vrai qu'il y a des ambiguïtés sur son positionnement. C'est vrai qu'une partie de la communauté juive, qui est quand même la plus importante au monde, à New York, a voté pour lui, mais pas toutes. Bon, et il y a quelques ambiguïtés dans le positionnement de Zoran Mamdani, notamment. Je posais la question. Il répond pas à la question sur le désarmement du Hamas, par exemple, etc. Il a pas condamné le fait la phrase sur il faut globaliser l'intifada. Donc moi, je reste assez prudente. Mais j'en reviens peut-être, Catherine, avec ce que dit la gauche aujourd'hui en France, et avec le sentiment que le positionnement de Mélenchon, c'est de dire finalement, c'est celui qui crie le plus fort qui l'emporte. Je vous donne un exemple. Par exemple, la droite, on dit qu'elle ne gagnera pas tant qu'elle trottinera derrière le Rassemblement national. Est-ce que, à l'instar, le Parti socialiste ne gagnera pas tant qu'il ne trottinera pas derrière la France insoumise? Ça, je ne crois pas que le Parti socialiste puisse avoir le moindre espoir de faire un succès en trottinant derrière la France insoumise. Non, la question qui... Non, mais c'est que vous l'avez souvent dit, si la gauche veut être de gauche, il faut qu'elle ait des vraies propositions de gauche. Voilà. Et le Parti socialiste... En l'occurrence, c'est ça que disent les insoumis, mais ils ne sont pas les seuls à le dire. Ce que vient de dire aussi Carole Barjon à l'instant, c'est qu'en fait, c'est toute la gauche qui s'est félicitée. Parce qu'en fait, il y a quand même un problème. Les démocrates ont perdu lourdement l'élection présidentielle, qui normalement n'aurait pas dû être perdue quand même. Le type qui se présente, il a des procès, il a fomenté un coup d'État contre la démocratie américaine, et il est élu. Non, mais c'est pas possible. Ce qui s'est passé n'aurait pas dû arriver. Donc, si les démocrates perdent, ils perdent lourdement pour des raisons politiques. Et par leur propre faute. Oui, par leur propre... Voilà, c'est ça que je veux dire. Oui. C'est que donc, là, il se trouve qu'il y a à l'intérieur du camp démocrate un groupe qui est en l'occurrence donc porté par Bernie Sanders, qui est l'ancien dans l'équipe, mais Alexandria Ocasio-Cortez et Damiani, qui sont tous les deux des élus du Queens, d'une partie de New York plutôt plus populaire, qui tous les deux portent une position qui est que le Parti démocrate ne reviendra aux affaires que s'il est sur une position plus à gauche, plus sensible à la vie des gens. Oui. Et en fait... à chaque fois, j'essaie de vous ramener à la France. Mais c'est bien parce que c'est la même chose. C'est très intéressant. La même chose. Moi, je suis d'accord parce que, en fait, c'est la rupture... peut-être, voilà. Mais on a l'impression que c'est quand même la rupture, effectivement, avec ce qu'avait représenté, au fond, et là je remonte encore un petit peu plus loin, Hillary Clinton, tout à fait. qui était devenue
la figure de l'establishment. Absolument. Et totalement déconnecté des catégories populaires, etc. et d'une base électorale de gauche, au fond. Bon. Et ça, je pense que c'est voilà, si on remonte un tout petit peu plus loin que la dernière fois que Kamala Harris et Joe Biden, je pense que c'est vraiment voilà, cette évolution-là qui peut-être... Et qui en France, c'est pour faire le lien avec la France que vous nous appelez à faire. En fait, en France, le débat à gauche, et alors là, pour le coup, avec Carole, c'est une de nos discussions préférées, mais en France, il y a la question du positionnement du Parti socialiste. Où est-il ? Est-ce que à l'intérieur du Parti socialiste, d'une certaine manière, cette tension qu'il y a entre une partie qui est, je dirais, plus intégrée dans les logiques institutionnelles, libérales, absolument, social-libérales, etc. Il y a une partie qui, je dirais, elle est incarnée par l'ancien président de la République qui a retrouvé une place à l'Assemblée nationale. Donc il y a cette partie-là du Parti socialiste, puis il y a une autre partie qui dit « Ah mais non, c'est ça qui nous a fait perdre, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé à avoir 2% aux élections présidentielle quand Madame Hidalgo portait nos couleurs. Donc, il faut qu'on se remette sur une position plus à gauche. Et ça, c'est plutôt la position défendue par Olivier Faure. Parce que ce débat va pas être nourri par l'exemple américain. Alors, pour illustrer mon propos, par exemple, bien évidemment, la France insoumise rêve de gagner les élections en 2027. Mais si le Rassemblement national gagnait en 2027, est-ce que dans le fond, c'est pas ce dont rêve aussi Jean-Luc Mélenchon pour entrer à la fois en résistance et se dire on joue le coup d'après parce que cette radicalité, comme on le disait tout à l'heure... Il sera un peu vieux quand même. Non, pas lui, mais évidemment, il sera un peu vieux, vous avez raison. Mais en tout cas, ses troupes. Oui, mais enfin, je trouve que la réflexion est intéressante. C'est vrai qu'il sera sans doute un peu vieux. Quand vous dites pas lui, d'accord, mais en dehors de lui, qui il y a ? Est-ce qu'il y a vraiment un groupe derrière avec des personnalités suffisamment prégnantes pour prendre sa place ? J'en suis pas sûr, justement. Alors que le RN, là, donne l'exemple du contraire. C'est-à-dire que quand vous regardez les sondages, que ce soit Bardella ou Marine Le Pen, de toute façon, ça score et de toute façon, dans les sondages, bien évidemment, il faudra voir quand on sera sur la réalité, mais les deux seraient assurés d'être au second tour. Ce qui, je doute que ce soit le cas d'un remplaçant comme ça au pied levé de Jean-Luc Mélenchon. Et par ailleurs, sur le côté trop vieux que vous disiez, Carole Bergeron, il y a aussi un deuxième aspect, c'est que vous disiez en 2027, mais justement, Mélenchon, la preuve qui est tellement pressé, c'est qu'il n'a qu'une envie, il n'a de cesse de demander une présidentielle anticipée, donc par on ne sait quel miracle, enfin si, quel miracle institutionnel, bien évidemment, Macron se retire avant, etc. Donc voilà. Bon, alors, installer une radicalité, pour répondre directement à votre question, ça, je sais pas, je ne suis pas dans la tête d'un Jean-Luc Mélenchon. Mais le parallèle là où il peut jouer, c'est vrai que, en tout cas, à New York, dans un certain sens, encore une fois, en dehors de l'aspect principal de cette élection, qui, à mon avis, est tout simplement le pragmatisme des Américains et des New-Yorkais, aussi atypique soit-il par rapport au reste du pays de l'Amérique profonde. Néanmoins, c'est ça, les Américains sont des pragmatiques. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Le type leur fait des promesses, des propositions intéressantes sur le plan de la vie quotidienne, et on achète. Et après, on voit les idéologies, on voit tout cela, mais c'est après. Mais donc, le parallèle, c'est vrai qu'on voit en effet une affirmation contre une autre radicalité. Et donc, imaginons en effet un Mélenchon ou autre qui rentrerait dans une opposition d'un pays tenu par un RN, que ce soit un Bardella, que ce soit une Marine Le Pen. Oui, ça, sans doute que ça pourrait jouer, parce que c'est là que vous pouvez donner du meilleur de vous-même et que vous soyez qui que vous soyez. Et pourquoi je dis ça ? Parce que par exemple, pour moi, cette élection, elle reflète aussi ce qui se passe aux États-Unis de manière assez profonde, assez surprenante et assez impressionnante, qui est le mouvement No Kings, qui rassemble quand même ces manifestations qui ont rassemblé des millions d'Américains. Les Américains, c'est pas un peuple qui manifeste. Ils le faisaient les jeunes du temps du Vietnam, mais ça, c'est vraiment loin derrière nous. Et là, maintenant, ils sont dans les rues. Et ils sont dans les rues, pourquoi ? Pour défendre des valeurs, pour défendre la démocratie. Et pourquoi il faut défendre la démocratie ? Parce que le gros truc de Trump, mais bien sûr qu'elle est en danger. Donald Trump, il n'arrête pas d'étendre le champ présidentiel, le champ d'action de l'exécutif. Il envoie l'armée, enfin la garde nationale, dans des villes. C'est peut-être aussi
aussi pour ça, parce qu'ils ont vu que c'est arrivé à Los Angeles, ils ont vu que c'est arrivé à Washington, pourquoi pas demain à New York, enfin bref, encore faut-il qu'il y ait un prétexte, mais il y a ce danger. Il y a une atteinte à l'idée qu'on se fait de la démocratie aux États-Unis. Et donc si demain, il devait y avoir la même chose en France, bien sûr que ceux qui se positionneraient en France auraient moins de mal à trouver des arguments, à trouver un programme clair, un positionnement clair, parce que vous l'avez souligné à juste titre, c'est quand même ce qui manque aujourd'hui, qu'on soit PS ou même qu'on soit LFI. La radicalité, le dire Macron dégage, ne fait pas office de panacée générale. Donc il y a quand même cet aspect. Et donc oui, c'est vrai que ça installerait le match. Mais vous savez, vous posiez la question pour Mélenchon, mais on peut se demander si à un moment, Emmanuel Macron lui-même n'a pas eu cette tentation quand il fait cette dissolution. Est-ce qu'il ne se dit pas, mais finalement, si le RN l'emporte, eh ben, ça veut dire que forcément il serait à Matignon. Mais c'est là-dessus qu'il a fait son pari. Raté parce que le Front républicain a été... parce qu'il n'avait pas du tout prévu que la gauche s'allierait. Exactement. C'est du un Front républicain. Donc oui, c'est une question qui est très pertinente. Et oui, ça la question de moi, ce que je veux dire sur un mot sur la radicalité, parce qu'en fait, je pense que c'est pas un pari politique. Jean-Luc Mélenchon, il a beau avoir parfois le melon, il pense pas que à lui tout seul, avec ses discours, il va transformer la réalité. Il pense que la réalité, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'il pense être en phase avec une demande de radicalité. Il ne pense pas que c'est lui qui fabrique la radicalité. Il pense qu'il y a de la radicalité. C'est-à-dire et il l'analyse par de la colère d'une part, d'autre part des mouvements sociaux qui sont très installés quand même, les mouvements féministes, les mouvements écologistes, antiracistes, etc., la demande d'égalité, que tout ça, ça forme un socle. Une humeur révolutionnaire. Oui, on peut dire comme ça, une humeur révolutionnaire ou en tout cas une demande de radicalité. Est-ce qu'il pense, et pour l'instant, moi je pense qu'il a raison, je pense que les socialistes ne sont pas en phase avec ça. C'est-à-dire qu'ils sont en phase... C'était ma question de tout à l'heure. Voilà, les socialistes ne sont pas en phase avec cette demande qui existe dans le pays de voir une autre solution que la solution qui a été celle de François Hollande, poursuivie d'une certaine manière et amplifiée par Emmanuel Macron. Donc voilà, Mélenchon pense être la bonne personne à gauche pour porter et incarner cette demande. C'est vrai. Moi, je pense que c'est juste ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il pense que la réalité est celle-là chez une partie des Français, de la même manière qu'à droite, on pense percevoir qu'il y a une demande d'autorité. Donc voilà. Moi, j'ajouterais quand même sur Jean-Luc Mélenchon qu'il y a aussi, du coup, une forme de populisme avec ce qu'on appelle le dégagisme, parce qu'il parie beaucoup là-dessus. Parce que la radicalité, c'est, Barthois... c'est ce que disait Henri. Barthois Macron. Non, mais c'est quand même assez radical. Alors que le Parti socialiste n'est pas du tout, évidemment, sur cette ligne-là, et reste plus institutionnel ou respectueux, en tout cas. Et donc, la question, c'est de savoir. La question, c'est un peu de savoir, au fond, quelle est l'humeur du pays. Voilà. Et le sondage. Alors, on va en dire un mot. Voilà, le sondage qui sort demain dans le Figaro nous laisse entendre qu'il y a quand même. Il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la rupture de confiance. Alors, profond, très profond. De la rupture de confiance entre le peuple et ses élites. Hein. Parce qu'on vient de la voir là. Il sort demain, Henri. Donc Figaro, Doxa, Backbone Consulting. 11% des Français estiment que le projet politique d'Emmanuel Macron est une réussite. 11%, c'est pas beaucoup. Sur 10, ouais. Et 83% ne veulent plus qu'il ait un rôle politique après 2027. Donc en fait, on a l'impression aujourd'hui que le règne des radicalités sur l'échiquier politique, l'extrême gauche et l'extrême droite, s'est fondamentalement installé dans la vie publique. Alors vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, et que le reste, c'est-à-dire la droite ou même le Parti socialiste, va être pris entre les mâchoires des radicalités. Moi, je ne décrirais pas ça comme le règne des radicalités. Alors, d'abord, 2 mots sur le sondage. Non, parce que je pense quand même que je suis d'accord sur tout ce que vous décrivez, sur cette envie de radicalité, de renverser la table qu'il y a chez bien des Français, qui le montrent d'ailleurs de temps en temps, il n'y a pas si longtemps, avec les Gilets jaunes, qui a été quand même un mouvement extrêmement, de dégagisme très poussé. Donc, on connaît ces poussées-là assez régulières en France. Néanmoins, oui, mais je pense quand même que la majorité des Français, ce qu'ils veulent aujourd'hui, et c'est pour ça que ce bilan, il est vu comme ça au scalpel et de manière aussi dure, aussi
sous certains aspects peut-être même cruel, mais certainement pour beaucoup réaliste, parce que l'efficacité n'a pas été au rendez-vous à chaque fois. Les Français, qu'est-ce qu'ils veulent, les Français? Ils veulent d'abord des choses qui n'ont rien à voir avec la radicalité, qui sont du pouvoir d'achat, qui sont un peu de visibilité sur leur avenir, et la retraite pour les plus âgés, l'emploi pour les plus jeunes, et des perspectives de développement tout simplement, personnelles et globales. C'est cela qu'on veut. Et puis beaucoup de jeunes, et moi c'est ce qui me sidère, c'est à quel point on ne parle pas quand même des grands enjeux aujourd'hui dans toute notre crise, dans toute notre politique aérienne qui fait le quotidien depuis maintenant plus d'1 an, c'est-à-dire les enjeux climatiques, environnementaux, les enjeux, mais enfin, où est l'industrie dans ce pays et même dans une certaine mesure sur ce continent. Bref, comment on résiste, comment on fait quelque chose par rapport aux grands ensembles chinois. Voilà, il y a tous ces enjeux-là, américains et autres. Et donc, c'est ça que les gens attendent. C'est de l'efficacité, c'est un pouvoir politique qui soit efficace. Il y avait eu cet espoir, malgré tout, parce que Macron, il a été élu et réélu, ce qui est quand même pas le cas de ses prédécesseurs. Mais il avait été élu notamment en 2017 sur cette idée-là, sur cette idée que voilà quelqu'un qui allait amener, alors peut-être du hollandisme un peu poussé, mais par exemple, je fais une parenthèse, moi je considère pas du tout le bilan de François Hollande comme nul et non avenu, comme souvent il est décrit sur le plan économique. Il a fait des choses. D'ailleurs, Macron en a profité de. Mais bien sûr, mais évidemment. Oui. Tout ça pour dire aussi que les 11%, attention, là, c'est une fin de règne, qui est ratée. Il faut bien le dire. C'est une fin de double quinquennat qui est ratée. Les fins de règne sont ratées. Mais bien sûr. À ce niveau-là, c'est bon. Hein. Mais bon, peut-être qu'après on verra. Moi, je considère sur le plan étranger, par exemple, notamment européen, c'est pas quelqu'un qui mérite 11%. Voilà. Mais voilà. Ouais. Une forme d'injustice. Rappelez-vous, François Hollande était au fin fond. Mais bien sûr. Il est descendu plus bas encore que François Hollande. Comme disait Sarkozy avant de se retrouver emprisonné il y a longtemps, il aimait à dire que les Français, n'oubliez pas, c'est un peuple qui décapite ses rois. C'est réussi d'ailleurs. Peuple régicide. Mais bien sûr, bien sûr. Non, mais parce qu'il y a les 11%, puis il y a les 83% là aussi qui ne veulent pas qu'Emmanuel Macron joue à nouveau un rôle en politique. Parce que maintenant... Mais comme justement, c'est le centre, la droite, la gauche, enfin, ou la social-démocratie mêlée, ça veut dire que est-ce que c'est sa personne ou la politique d'une social-démocratie ou d'un centre? Je pense que c'est les deux. Bien sûr. C'est les deux. C'est-à-dire que Emmanuel Macron est apparu quand même dès son premier mandat, franchement, avec sa petite phrase « Traversez la rue et vous trouverez un boulot », etc. Bon. Donc il est apparu très vite comme arrogant, sachant tout, parlant trop et peut-être ne faisant pas assez, et ne répondant pas effectivement, comme vient de le dire Henri, à des préoccupations qui étaient le pouvoir d'achat, le logement, parce que je veux dire, c'est quand même il a fait plus énorme. Que ça, là, il a décapité. Voilà, les déserts médicaux, etc., et sécurité et immigration. Qu'il ne faut pas oublier, parce que 83%, c'est vraiment une très, très, très large majorité de Français. Donc, il y a à la fois sa personne et sa politique. Donc, c'est bien ma question. Si c'est pas ni droite, ni gauche, ni le centre, c'est donc les radicalités qui l'emportent. Mais c'est ce que... Alors... ça peut. Peut-être que je pense de travers, c'est ce que vient de dire Henri. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est l'absence de résultats. Voilà. C'est l'absence de résultats et le sentiment que... Mais qui a eu des résultats? Souvent, il a donné le... Ce qui est demandé, à mon avis, plutôt que radicalité, qui me paraît être un mot impropre, on veut une rupture. Donc il faut. Mais la rupture, parce que Jean-Luc Mélenchon, pardon, excusez-moi, il faut quand même se souvenir que Jean-Luc Mélenchon a été pendant plus de 30 ans sénateur socialiste, dirigeant du Parti socialiste, qu'il ne l'a quitté qu'il y a moins de... C'est un Biden finalement. Mais non, c'est pas un Biden. Non, mais je veux dire, c'est un Bernie Sanders, Jean-Luc Mélenchon. Oui. Eh ben Bernie Sanders, c'est pas un révolutionnaire, pardon. Non, mais je veux dire, c'est comme Mamdani, c'est-à-dire que ce sont des bons socialistes, c'est-à-dire que dans la tradition... si vous dites ça à Mélenchon, je suis pas sûr qu'il apprécie. Je sais pas. Bon socialiste. Moi, je pense que... Pas sûr que ça lui plaise. Moi, je crois que Mélenchon je pense qu'il veut une rupture, mais je ne pense pas qu'il soit si radical que ça. Je veux dire que ce n'est pas que les propositions qu'il fait n'ont rien par rapport au programme commun qui a porté François Mitterrand au pouvoir en 1981. Mais Jean-Luc Mélenchon, il l'a vite corrigé, mais bon. Oui, non, mais il l'a corrigé, mais Mélenchon, c'est en dessous
C'est vraiment en dessous. Il n'est pas question de nationalisation dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Enfin, je veux dire, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus redistributif. On n'est plus sur la justice fiscale, la justice sociale. Enfin, alors que le programme commun porté par les socialistes et les communistes dans les années 70, c'était en tout cas, c'était vécu comme ça à l'époque, comme un pas vers une rupture dans le capitalisme. Personne ne croit que Jean-Luc Mélenchon va faire une rupture dans le capitalisme. Alors à propos de capitalisme, merci de me donner, de faire cette transition. Avec la Ve République, en tout cas. Oui, mais pas le capitalisme. On va parler de l'ancienne Chine, qui est devenue sulfureuse et scandaleuse, mais ça n'a pas empêché les chalands de se précipiter à l'ouverture hier de l'enseigne chinoise au BHV. Donc la progression et l'engouement, Chine est-elle la somme en France de nos faiblesses ? C'est ce que semble dire Sébastien Chenu du Rassemblement national. On l'écoute. Ces multinationales chinoises inondent nos marchés parce que nous sommes incapables de les empêcher de le faire et parce que nous condamnons aussi les Français à un faible pouvoir d'achat et à se tourner vers ce type de sociétés et de multinationales. Donc il a raison, si Chine contrevient à la loi de saisir et d'empêcher Chine de pouvoir continuer à faire son business, mais ce n'est que le début de l'histoire. Ils sont forts de nos faiblesses et ce gouvernement est particulièrement faible. Alors, là, j'ai l'impression qu'il avait lu l'opinion. La une de l'opinion, c'était exactement, c'est un papier très bien fait d'ailleurs, sur, effectivement, le succès de Chine, c'est la somme de nos faiblesses. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? C'est vrai qu'on a abandonné l'industrie du textile, l'appauvrissement, le retard technologique. Est-ce que c'est une bonne analyse ? Les abandons que vous décrivez, oui, ça, ils sont réels. Et donc, de ce côté-là, oui, c'est une bonne analyse. Et là, par exemple, le mot qui vient d'être prononcé, pouvoir d'achat, j'en parlais tout à l'heure. Mais oui, il faut aussi penser à ça. En réalité, il y a deux aspects dans cette affaire. Il y a vraiment le côté, Chine, avec tout ce qui est totalement inacceptable. Et là, à raison, c'est-à-dire, évidemment, les histoires des poupées pédopornographiques, les histoires des armes qu'on peut trouver, les coups de poing américains, les machettes, c'est invraisemblable. Donc, bien évidemment, il faut se prémunir de ça, et donc, il faut agir. Et là, il faut quand même reconnaître qu'on a les armes pour, sans mauvais jeu de mots. Oui. Alors, on a les armes pour, oui et non, parce que c'est vrai qu'on cite assez souvent le précédent de la plateforme américaine Wish, où ça a été fait, elle a été déférencée, mais puis elle est revenue, parce qu'elle a pris des engagements. Mais enfin, qu'en est-il dans la réalité ? Est-ce que vraiment, sur cette plateforme-là, on ne pourra pas trouver demain ce qui leur a été reproché il y a 2 ans ? Et donc, est-ce qu'avec Chine, ça ne risque pas d'être la même chose ? Il y a des armes, oui et non. On a aussi besoin des armes européennes. C'est-à-dire que c'est quoi les armes ? C'est évidemment pour suspendre, voire pour éliminer cette plateforme, parce qu'il y a la plateforme, donc leur marketplace, c'est-à-dire où ils accueillent des producteurs, des fournisseurs. Vendeurs tiers. Et voilà, tiers qui ne sont pas eux-mêmes Chine. Et donc ça, franchement, réglementer ça, c'est extrêmement difficile. Ouais, c'est difficile de le faire au niveau national. Et c'est pour ça que là, parmi les armes dont vous parlez, il y a évidemment l'arme européenne, parce qu'il y a un acte, il y a le Digital Service, oui, c'est ça, le DSA, Digital Service Act, qui est censé réglementer à la fois au niveau européen et puis après laisser les États le faire État par État, donc de se heurter, de limiter la portée de ces sites. Bon, oui, il y a ces armes, mais elles prennent du temps. C'est assez complexe sur le terrain à la fois technologique et juridique. Donc bon, il y a ça. Mais ça, évidemment, il n'y a aucun problème. Il faut lutter contre ça. Et c'est vrai, par rapport à ce que vous citiez sur le papier de l'opinion, évidemment, nous redévelopper une vraie industrie, qu'elle soit textile, qu'elle soit... mais technologique aussi. On a pris... Oui, mais on ne peut pas faire à bas coût. On ne pourra jamais lutter sur un mais c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça qu'il faut en effet réguler et rendre plus difficile l'accès des autres à cette Europe. Vous savez, l'herbivore dont parlait le Macron en 60, il était quand même le premier aussi à dénoncer le fait qu'il y en a marre de cette Europe plantigrade, dans un monde d'herbivores, dans un monde de carnivores. Donc il faut aussi regarder ce que fait Trump quand même depuis qu'il est à la Maison Blanche. Donc bon, il y a ça. Les méchants chinois, on va lutter contre les méchants chinois et on va les péter. Je vais laisser la parole tout de suite, mais quand même, après, il y a le deuxième volet qui là est beaucoup plus préoccupant, c'est celui des consommateurs. Moi, je lisais, pas l'opinion, mais le Parisien, vous voyez, il y avait, je trouve, le reportage assez passionnant ce matin dans le journal sur justement le magasin
magasin, donc la partie physique, j'allais dire, de Chine, donc qui s'est installée au BHV. Et ce que racontent les consommateurs, les gens qui viennent là, tout simplement parce qu'ils disent, et moi, je peux pas me payer des produits français. Oui. Et donc ça, c'est le problème du pouvoir d'achat qui est un problème très très réel. Oui. Et juste à cet égard, je trouve que la manière dont ces clients se sont fait huer, conspuer, y compris par des élus de la ville de Paris, je trouve ça un peu consternant, quoi. Ouais. Alors, sur le plateau hier, Pablo Pillot-Vivien, qui travaille avec vous, disait quelque chose de très juste. Il disait tout le monde veut faire comme Kim Kardashian, c'est-à-dire d'avoir un vestiaire avec des centaines de vêtements. Bon, là, c'est pièces beaucoup plus chères, mais d'avoir une multitude de fringues. Et est-ce qu'il y a un désenvoûtement de la mode à faire, un désenvoûtement des gens qui veulent à tout prix C'est pas que de la mode, hein. C'est que là on est parti sur de la grande philosophie. Peut-être qu'on pourra en reparler, mais enfin c'est aussi. C'est pas de la mode, si. Non, mais c'est pas que de la mode. C'est ça que je veux dire. Non, il y a un délire consumériste, mais qui remplit quoi? Enfin, moi, quand ça va pas, je vais m'acheter une paire de chaussures. Oui, ça, c'est chacun règle ses petits problèmes psychologiques. Non, mais au fond, c'est ce truc de ça va pas, qu'est-ce qu'on fait de notre vie? On va remplir nos placards, on consomme, on achète. Il y avait des gens qui le disaient très bien. Moi, ce que j'ai envie, c'est de pouvoir changer et puis je jette, etc. Donc, ce qui m'intéresse aussi de soulever dans ce débat, c'est qu'il y a une légère hypocrisie dans cette affaire. Parce qu'il y a eu, il y a 2 ans, voté au Parlement européen une loi qui oblige les entreprises à la responsabilité par rapport à leurs sous-traitants, le devoir de vigilance. Emmanuel Macron a demandé que ça s'arrête, cette affaire. C'est-à-dire que le fait que les entreprises, les multinationales, normalement la transposition devait avoir lieu en 2026, la transposition de cette obligation de responsabilité vis-à-vis de ses sous-traitants, c'est-à-dire de s'assurer que ce ne sont pas des esclaves, que ce ne sont pas des enfants, que les conditions de travail ne sont pas totalement dégradées, polluantes, etc. Cette responsabilité des donneurs d'ordre vis-à-vis de leurs sous-traitants, il y a une directive européenne. C'est tout le sujet, en fait. Hein. Exactement. C'est tout le sujet. Mais sauf que c'est exactement le sujet, sauf que ce que je veux dire, c'est que l'hypocrisie aujourd'hui de dire « Oh, mais Chine !» Mais vous plaisantez, quand il y a eu une loi qui est passée, une directive européenne, Emmanuel Macron est monté au créneau et ça fait partie de la proposition de Madame Ursula von der Leyen Omnibus pour que ça soit retiré. C'est-à-dire que les entreprises n'aient plus de responsabilité à l'égard. Alors ça va revenir en discussion au Parlement au mois de novembre, oui, au Parlement là, européen. Ça va peut-être pas pareil là. Oui, non mais bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en vérité, il y a 2 niveaux. Il y a nos rêves, et ça c'est un travail qui est compliqué. Comment faire pour avoir d'autres rêves que ceux de s'acheter des chaussures et des t-shirts, mais aussi sur le plan structurel, comment on fait pour pas laisser les entreprises sous-traitantes maltraiter et se comporter comme des esclavagistes destructrices de la planète. Il y a eu un rapport de l'OCDE qui prouve que Chine emploie des enfants dans des conditions évidemment invraisemblables. Bon, qu'est-ce qui devient ce rapport? Rien du tout. Il est sur une pile apparemment et personne ne s'en préoccupe. Mais la Chine n'est pas la seule. Ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui m'a un peu choqué, je suis comme vous. Non, mais c'est qu'hier on a vu les élus hier parisiens venir manifester devant le Populo assemblé devant le BHV. Quand est-ce qu'on les a vus aller manifester contre Adidas et Nike? Mais enfin, Adidas et Nike, ils sont pas terribles non plus en matière d'environnement et de travail des enfants et de travail des Ouïghours. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, on focalise sur un truc. Oui, enfin, il n'empêche. Pauvre. Non, mais il n'empêche que je suis d'accord. Il y a à dire sur plein d'autres plateformes. D'ailleurs, je crois que le gouvernement veut aller regarder un peu aussi ce qui se passe du côté de chez Temu. Temu, AliExpress, etc. Enfin, là, il y avait quand même, ça a passé les bornes, quoi, les poupées. Oui, mais c'est évident. Mais ça, c'est. On interdit une plateforme, mais on a une autre. Non, mais moi, je pense que de toute façon, ça, c'est le combat des temps modernes, si on peut dire, c'est la lutte contre, effectivement, les abus sur Internet. Et c'est, par définition, extrêmement compliqué, parce que c'est un champ... C'est un peu vieux comme le monde. Rappelez-vous du roman Zola au Bonheur des Dames. C'était quand les grands magasins faisaient leur entrée.
là, aujourd'hui, c'est quoi au bonheur des masses? C'est exactement le même sujet C'est vrai que qu'il y a c'est ironique en de 1850. voir. Il y a une certaine ironie d'ailleurs à voir monter au créneau contre ces plateformes, et Chine en particulier, les grandes surfaces. L'histoire se répète. Alors qu'eux-mêmes, Oui. en quelque sorte, ont un peu éliminé le petit commerce. Hein. On le voit dans le rapport sur la disparition des commerces dans les centres-villes. Ça c'était avant même les plateformes. Donc il y a une espèce d'ironie un peu sinistre, hein, parce que le résultat c'est quoi? C'est que en effet, nous Français, nous Européens, on est quand même ballottés au gré c'est même pas les turpitudes du monde, c'est parfois un peu les dégueulasseries, passez-moi le terme, hein, mais la manière de produire ailleurs dans bien des endroits. Ouais. Merci à vous. Je vous demande pas, Carole, ce que vous achetez quand vous n'allez pas bien, ni à vous, Moi, c'est des chaussures. Henri. Vous, c'est les chaussures. Vous, Oui, c'est un peu les chaussures. les chaussures. Ah ouais. Ah, faut que j'y réfléchisse, parce que je n'avais pas fait le lien entre ça va Des pas, cigares, je vais m'acheter non un truc. Oui, voilà, un bon cigare. Un bon cigare. Un bon cigare. Et Flore Simon, ce sera les frites, je sais. Et moi, je ne sais pas. Merci à tous. Merci à Flore Simon, donc, qui est en régie. Merci à toute l'équipe technique et à très vite. Merci.